Dans un nid de verdure, placé près d'un ruisseau, quand revit la nature, mon village est si beau. Sous les jolis platanes de la place du jardin, de fervents boulomanes s'en donnent avec entrain. C'est comme ça tous les ans, lorsque revient le printemps. C'est un petit coin perdu où l'on n'est pas déçu avec nos joyeux drilles. On voit se promener sur la route ombragée de belles jeunes filles. À petits pas souvent, elles vont en chantant ou bien elles babillent. C'est un petit coin perdu où l'on n'est pas déçu car là c'est la famille. La Vis et sa cascade et ses abords si frais sont une promenade pour les Saint-Laurentais. Il y a aussi la Pinède qui a ses visiteurs, surtout les demoiselles et les lus de leur cœur. Voyez-vous, c'est très charmant pour les gens de Saint-Laurent. Et puis, il y a le refrain, et c'est sur l'air de... Oui, oui. Oui, vas-y. C'est un petit coin perdu, c'est sur cet air-là. Mais c'est joli, chantez-le. Ah si. Je chante plus. Si. Allez. Si, moi je voudrais bien. Tu connais cet air, toi? Oui, allez, chantez-le. Alors écoute. C'est un petit coin perdu où l'on n'est pas déçu avec nos joyeux drilles. On voit se promener sur la route ombragée de belles jeunes filles. À petits pas souvent elles vont en chantant ou bien elles babillent. C'est un petit coin perdu où l'on n'est pas déçu car là c'est la famille. Et ça continue. Voilà le refrain. Et puis après c'est les couplets. Ben non, et là derrière. Eh ben oui, ce sont les couplets. C'est joli. Très bon. Quand nous venions, les châtaigniers étaient en fleurs. Parce que ça émet une odeur particulière, la fleur de châtaignier. C'est assez fort, c'est assez... Et cette odeur-là, ça me rappelle les vacances. Voilà, les vacances quand j'étais enfant. On le sent maintenant toujours, mais oui, ça me rappelle les vacances. Alors, il y avait l'odeur des châtaigniers et il y avait l'odeur des soupes. Parce qu'à Saint-Laurent, sûrement que les mamettes, elles faisaient souvent la soupe et ça avait une odeur particulière. Le village avait une odeur particulière. Voilà. Alors tu te promenais dans les rues, tu savais ce que les dames cuisinaient. Voilà. Vous savez, moi, quand la guerre a commencé, je suis née en 1932. J'avais 7 ans, en 1939. Alors là, vous me rappelez les souvenirs. Je sais qu'on a souffert, qu'on a manqué de beaucoup de choses, bien sûr. Et oui, c'était une période dure, pénible. Surtout qu'il n'y avait que des petits jardins, il n'y avait pas, même des châtaigniers qui soient bien, et il n'y avait pas quand même pour avoir une nourriture. Non. Alors là, on a souffert, dans la guerre. On allait une fois ou toutes les semaines ou tous les 15 jours avec la maman d'Yvette, avec ma maman, et moi je suivais comme j'étais jeune. On allait jusqu'à la prolongerie à Saint-Bosson, là-bas à pied, à Pommier pour aller chercher à Pommier, on allait chercher du fromage. On montait à pied par heure, on arrivait jusque chez Claudine, et puis là, on n'allait pas chez Claudine, on montait le petit ruisseau et on sortait à la maison de la route de, comment il s'appelle, sur la route de Saint-Bosson. La journée? Non, comment il s'appelle? Du bois? Non, c'est pas la voie où... on la voit de partout, cette maison, dans le château, de partout. En plein village. Ah, la Blaquière. On sortait à la Blaquière, puis on continuait à pied jusqu'au four à chaud, et puis de là on allait à Pouillet. Vous savez que ça faisait du chemin. On allait chercher du ravitaillement. Voilà. Le chemin pour aller de passer de Barclaudy et rejoindre la Blaquière, il passe. Il est plus, c'est fini, c'est plein de on peut suivre et après. Et alors on est monté, et mon papa travaillait à la main. Alors on avait droit, il avait droit à quelques grammes de plus de blé, un peu plus de beurre quand il y en avait, un peu plus.
Et là-haut, quand on allait à Cougnier, il y avait une famille qui avait des enfants, une famille nombreuse, qui était aussi magnifique. Mais il y en avait une fillette qui était toute petite, elle devait avoir 3 ans. Je me rappelle. Et comme on avait un peu de sucre, ma maman, il prenait 3 ou 4 morceaux de sucre. Mais cette fillette, elle savait que nous y montions tel jour, elle venait nous attendre. Et quand elle nous voyait arriver, elle courait pour venir chercher ces 3 morceaux de sucre. Ah, merci. C'était là, c'était... Et quand on avait du beurre, et un peu du chocolat, hein, du chocolat noir, c'était du chocolat. Hein. Mes parents nous faisaient une tartine de chocolat avec du beurre et on nous râpait la barre de chocolat pour que la barre de chocolat fasse plusieurs jours. Juste pour avoir... C'était très bon, non? Non, c'était pas dans la guerre, c'était pas terrible. Avant d'être bobo, moi je suis bobo, mais j'ai une période bobo dans la vie. Alors avant les bobos, je ne sais pas comment on les appelait. Vous savez pourquoi on l'appelait? Vous savez pourquoi je viens les mots bobos? Bobo des bourgeois, ça. Oui, les bourgeois bohèmes, c'est les Américains qui arrivaient en 68 à Paris. Ils disaient, mais c'est quoi ce soit un mouvement existentialiste. Jean-Paul Sartre a fait des petits. Et je regardais, ils ont fait des interviews. Ils disaient, non, ce sont des bourgeois bohèmes. On est venu bobo. Alors à l'époque bobo, on est venu avec un groupe de théâtre à Saint... comment ça s'appelle? Quelle année à peu près? Au Figaret, vous êtes... Au Figaret. C'était quelle année ça? 60, 70, 70? Je sais pas, je ne connaissais pas. On a fait... Ah si, on se connaissait aussi. Ah non. Bon, enfin, bon. Dans les mémoires, attends, je vais te raconter. Je vais te remettre la mémoire. Alors, donc on a fait un stage avec Jean-Pierre Dutour, qui est un monsieur qui est mort maintenant, et on faisait un stage voilà. Et puis on découvre que pour se baigner, il y avait une cascade extraordinaire ici. Donc du Figaret, en voiture, on avait des vieilles voitures, et on arrivait, voilà. Et un jour on nous dit, mais à Saint-Laurent-le-Minier, il y a une fête votive extraordinaire. Donc bon, on arrive avec, on était un petit groupe d'une vingtaine, hein, des garçons, des filles, on faisait du théâtre, des bobos avant l'heure. Et alors, on arrive à Saint-Laurent, on se gare où on pouvait, et on marche. Moi, mon souvenir de Saint-Laurent, c'est une rue qui n'en finit pas. On fait, mais elle est où la fête? On marche, c'est la rue Carl... Carl 0, non, c'est pas Carl 0. Et on marche, on dit, mais elle est où cette fête? J'avais l'impression de marcher pendant... la plus longue marche que j'ai faite de ma vie, et on arrive sur la place. Alors là, il y avait un monsieur avec une perruque, qui était, rappelez-moi, son papa était une perruque blonde et qui faisait le fou sur la place avec un orchestre, et Braget, Bernard Braget. Bernard Braget était quelqu'un de très très joyeux. À chaque fête, il mettait sa perruque de jeune fille blonde et qui chantait, etc. Donc on a vu ça, c'est extraordinaire. Ça a changé, oui. Ça, c'est ma première arrivée à Saint-Laurent. Ah ben c'est d'avoir vu cette maison de Saint-Laurent. C'est la découverte incroyable. Moi, non, d'abord on a fait une fête au-dessus, dans ce qui est devenu l'atelier de Romain, là maintenant, le grand atelier, donc chez les sultans, comme disait Alain. Et on a fait une énorme fête. J'ai vu, moi, la ruine, et j'ai vu une grande colonne qui montait, mais ça c'était la nuit, on était un peu sous, je pense. Une grande colonne qui montait, voilà. Et effectivement, Sultan nous a appelés pour dire il y a la maison, la ruine à côté est à vendre. Et je suis venu, mais j'étais ébloui. Mais je pensais qu'on allait garder 2 pièces et qu'il y aurait les jardins de Babylone, tu vois. Et donc voilà, je voyais bien les jardins. Mais Alain, non, il est constructeur, Berlin, il a construit. Berlin pour la guerre. On n'a pas les mêmes visions. Non, puis à l'époque, il n'y avait pas la déviation. Ah, non, c'était la montagne, c'était comme ici. directement la montagne. C'était comme ici. Moi, ça fait que 50 et quelques années que je viens à Saint-Laurent. Donc, dans mon souvenir, c'était le village qui m'a plu d'entrée, parce que comme François, ses parents étaient originaires de Saint-Laurent. Donc, c'était le village de vacances. Et nous, quand on s'est connus, puis après on s'est mariés, on venait chaque année l'été. Et le village, c'était vraiment l'écrin, comme c'est toujours maintenant. Ça pas... Sur ce plan-là, ça n'a pas changé, Saint-Laurent, parce qu'il n'y a pas eu trop
Bon, mis à part la périphérie où il y a quelques maisons qui se sont bâties, mais le cœur de village est toujours le même. Bon, il n'y a plus, comme avant, comme tout à l'heure, les jeux de boules. La vie à l'extérieur n'y est plus maintenant. Non. Non, il n'y a plus le bistrot, il n'y a plus le restaurant. Même les gens ne sortent plus. Oui, avant, par exemple, le soir à 17h, c'était la longue. Et ici, jouer la pétanque, c'était le soir tard. Autrement, au départ, de 17h à 19h pile, c'était la longue. Alors là, il y avait les joueurs là, qui faisaient leur partie pendant 2 heures. Et au moment où le clocher sonnait à 19h, partie finie ou pas finie, ils s'arrêtaient et ils allaient manger. Alors, à l'époque, il y avait le mari de Marité, enfin, il y avait tout ça, mais tout le monde. Et après, donc, les jeux de boules, et puis en même temps, il y avait toutes les mamées du village qui sortaient leurs chaises et qui se mettaient sur la place du jardin et qui papotaient, qui commentaient tout ce qu'ils voyaient. Mais c'était tout l'été, c'était comme ça. Et après manger, elles ressortaient et là, elles racontaient leurs histoires, elles chantaient, je me rappelle à l'époque Lina, tout ça. C'était les figures légendaires du village. Et qui racontaient les histoires aux enfants. C'était magnifique. Avec les enfants. C'était quoi ça? Il y avait toutes les générations, parce que moi je me rappelle, exactement pareil, être gamine et faire le tour du jeu de boules, quoi. Lina Palares. Lina Palares racontait des histoires. Ah oui, elle était née en 1901. Alors ça fait que c'était déjà... Elles auraient été vraiment intéressantes à enregistrer à l'époque. Parce qu'elle avait des histoires beaucoup plus anciennes sur tout ce qui s'était passé. Oui, puis sur la politique, sur la vie des religions, les batailles. Elle faisait ça où? Sur la place. Le soir, voilà. Et quelqu'un assistait? Oui, tout le monde a assisté. Tout le monde? Enfin, pas tout le monde, mais les gens qui étaient à côté d'elle, voilà, profitaient de ce qu'elle racontait. C'était très intéressant parce qu'elle avait beaucoup d'anecdotes. Tous les jours? Ah oui, tous les jours. Les gens ne regardaient pas la télé. Maintenant, ce qui a tué, la télé existait déjà à cette époque-là, mais les gens, disons, ne restaient pas l'été à regarder la télé. Alors, les gens, après souper, allaient promener, ils montaient jusqu'à la magnanerie ou un peu plus loin. C'était la promenade digestive du soir. Et après, ils venaient se réasseoir sur les bancs pour discuter. Ça, c'était pour les plus jeunes. Ceux qui avaient l'âge que je peux avoir maintenant, eux, ils ne bougeaient pas. Mais disons, les plus jeunes de ceux qui avaient... Les plus jeunes allaient promener un petit peu et revenaient garder. Alors, on restait à peu près jusqu'à minuit, entre le temps que les boules finissent. Puis comme le café était ouvert, c'était toujours animé. Pour les fêtes de fin d'année, ils faisaient des lotos. Alors on gagnait soit des lapins, soit des dindes, soit des huîtres, soit des trucs comme ça, quoi. Alors tout le monde allait au café et jouait au loto. C'est le café Morin. Le café Morin, voilà. Avec Hélène. Voilà, avec Hélène qui était mauvaise langue. Ah ben oui, elle vendait le tabac. Elle vendait le tabac, oui. Non, puis là, je me rappelle quand il y avait l'alambic qui venait à la saison, enfin à l'automne. Ah oui, l'alambic. L'alambic qui venait sur la place, juste à côté de la fontaine, là. Et Hélène, comme elle tenait le bureau de tabac, enfin, elle avait tenu le bureau de tabac, elle était encore responsable de la régie. La régie, parce qu'à l'époque, il fallait l'alcool, pour sortir l'alcool, il fallait un bon de régie. Et en mettant à 18h, les gens récupéraient leurs bonbonnes, ceux qui avaient le droit de bouillir leur alcool, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été propriétaires de vignes avant 1958 par là, ils avaient le droit. Alors c'était souvent beaucoup n'arrivaient pas, ils avaient droit à 1000 degrés d'alcool, c'est-à-dire 20 litres et donc, alors là, on pouvait éventuellement, quand il y avait l'alcool qui sortait de l'alambic, on pouvait éventuellement le goûter, mais on n'avait pas le droit d'y toucher, de le transporter ou quoi. Et à 18h, Hélène arrivait, elle donnait les bons, et les gens venaient récupérer leurs bonbons.
Et ça durait pendant une semaine, ça. Ah oui. Ah oui, alors ça sentait fort parce que c'était. En plus, c'était. Avec les restes de raisin. Voilà. Oui, avec le le mou. n'était pas terrible. Non, c'était vraiment. Ils achetaient des petits sachets à la pharmacie pour faire le pastis. Oui, où ça venait d'Espagne. Alors on faisait le pastis avec cette eau de vie. Il a ramené d'Espagne aussi. L'eau de vie de marque, Un... c'était pas terrible. Ah non, le pastis fait avec l'alcool comme ça. Ah oui, avec l'eau de vie, avec le vin, oui, ça faisait une bonne eau de vie. Et Monsieur Morin, ça faisait un bon pastis. Monsieur Morin, l'eau de vie de marque, le vieux Monsieur Morin, qui tenait tout ça, il en faisait plein. il est mort dans sa cuve à vin. Ah oui, Si, il est mort asphyxié. oui. Il est mort asphyxié, c'est-à-dire qu'il était descendu dans sa cuve avec mon père D'accord. pour nettoyer la cuve. Et oui. Et ils ont eu, bien sûr, ce qui devait arriver est arrivé. Et c'est M. Gavasi, qui était très costaud, qui a pu sortir mon père, mais c'était trop tard pour M. Morin, c'était trop tard, il était mort. Oui, oui. Oui. Jean-Marie avait vu, moi Jean-Marie, quand c'est arrivé. Oui. C'est fou, ça. Et mon père était dans la cuve avec Et lui. oui. Et M. Gavasi a pu le sortir à temps. Oui, c'était un malabar, le père de Métis. C'était un malabar. Hein. Il y avait le docteur qui était là au pont de Chaval, le docteur de la mine, le docteur Borde. Je sais que je gardais Jean-Marie sur le banc à côté de l'ancienne mairie. Je ne me rappelle pas qui était là. Alors elle m'a dit, va vite appeler le docteur. J'ai donné Jean-Marie dans les bras et je suis allée appeler le docteur. Et Borde y est allé de suite. Mais... C'était très profond, c'est plus. Ah oui, mais ça, quand il nettoie les cuves, c'est très dangereux. C'est très dangereux quand il nettoie les cuves à vin. Rappelle-toi quand dans les livres scolaires qu'on montrait sur des images, les gens qui marchaient là, ils marchaient presque à quatre pattes parce qu'il y avait du temple, juste à côté du temple, il y avait l'abattoir du boucher, Fadat. Et là, quand François expliquait, elle expliquera mieux que moi, vas-y. Oui, quand il abattait, parce qu'il tuait les animaux à cet endroit-là. Alors, bien sûr, le sang coulait et tout passait dans la rivière. Dans la rivière. Alors, le sang, mais aussi quand les boyaux et tout. Et à la petite chaussée, la petite cascade qu'il y a sous la fontaine, là, des jours et des jours, les boyaux flottaient là. Parce que bon, ils ne partaient pas, ils flottaient. Alors, ils restaient là et personne n'était étonné de ça. C'était tout à fait normal. On savait qu'il y avait de la viande à la boucherie. Et dans la rivière, il y avait plein de poissons, il y avait plein de serpents, il y avait plein de grenouilles, il y avait plein de têtards, il y avait plein de choses. Et maintenant, il n'y a plus rien. Quand on était sur la route, qu'on se promenait et qu'il commençait à pleuvoir, on disait « Vite, vite, allons sous le pont du Cannes !» Si tu allais plus loin, nous, on avait la permission que d'aller jusqu'au pont du Cannes. Et on se retournait. C'est intéressant sur une maquette de Saint-Laurent et de réinstaller tout le fonctionnement de la mine. On n'allait pas plus loin. La mairie devrait faire ça. À l'époque, on était vissés. Ah ben oui. Mais c'était le pont du Cap ou c'était le gros châtaignier. Les filles étaient drôlement vissées. C'est pour ça que je vous dis, il n'y avait pas de radio. Ah oui, bien sûr. Oui, le gros châtaignier à la sortie après le cimetière. Le village de la jeunesse, c'était que parce qu'on se promenait, il y avait des jeunes de tout âge, il y avait des gamins, il y avait des jeunes qui avaient plus de 20 ans, et tout le monde chantait. Et dès qu'on pouvait savoir une chanson nouvelle, ils apprenaient la chanson. Beaucoup. On chantait dans les maisons. On n'avait pas de télé, on n'avait rien. Alors, après la guerre, on dansait avec un pick-up dans la salle de Roger de Laine. Le pick-up à manivelle, mais pas avec le cornet. Non, pas avec le cornet. C'était un phonographe. C'est à cette époque-là, j'avais que 10 ans à la fin de la guerre, 10 ans et demi. C'est là que j'ai appris à valser. On a passé aussi des bons moments après la guerre quand les prisonniers revenaient. Ah oui. Alors là, quand un prisonnier revenait, on le recevait
au monument aux morts. Et on faisait la fête. Et puis après, on le recevait à la salle là-bas au Gédelaine, à la salle des fêtes. Et on faisait la fête. Alors là, on faisait la fête. Yvonnette, elle dansait. Oh oui, elle dansait, oui. Qui c'était, Yvonnette? C'était un couple Durand qui s'appelait, une petite bonne femme. C'était ma cousine, on était cousins d'ailleurs. Hein. Oui. Et d'ailleurs, c'est son mari qui m'a appris à valser. À valser? Voilà. D'accord. Et c'est lui, à la fin de la guerre, qui faisait les mannequins d'Hitler et de Pétain, et qu'on allait brûler place du Jardin. Tu t'en souviens pas, Marie-Thérèse? Il faisait le mannequin d'Hitler et le mannequin de Pétain. On les pendait à un gibet qu'ils avaient monté et on les brûlait. Et puis on faisait la farandole d'Arco Saint-Laurent. Et Yvonnette, elle disait qu'elle dansait sur une table de bistrot. Parce que moi je suis arrivé ici il y a 12 ans. En fait, j'ai passé mon enfance dans le sud de la France, à Mazamet, dans les montagnes noires. Et à la retraite, ma femme et moi, on a eu envie de s'acheter une maison à la campagne pour y passer la belle saison. Et il se trouve qu'on avait des amis ici. Donc on connaissait déjà bien le village, et c'est toujours plus agréable d'arriver dans un village où on connaît du monde. Donc c'est comme ça qu'on s'est installé ici. Puis j'aimais la vie de village, le fait de pouvoir remonter une rue, rencontrer 3 personnes chaque fois. Je mettais des fois une demi-heure pour aller à l'épicerie qui était à l'époque un petit peu au-dessus de chez moi, parce que je rencontrais quelqu'un, on parlait. Ou il y avait un copain qui passait devant, je l'appelais pour boire un pastis, pour boire un pastis. C'est ça qu'on a recherché. Alors mais sinon, je n'ai pas vraiment connu la vie du village dans les temps anciens. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, moi, je vais arrêter de filmer. On voit se promener sur la route ombragée de belles jeunes filles. À petits pas, souvent elles vont en chantant ou bien elles babillent. C'est un petit coin perdu où l'on n'est pas déçu car là c'est la famille.